Inégalité dans l'accès à l'emploi, écart de salaire, responsabilité moindre. Une femme doit travailler plus qu'un homme pour gagner moins. Chaque année, le constat reste le même. Et la Journée internationale des droits des femmes reste l'occasion de reparler de cette question, état des lieux à suivre. Elle exerce un métier plutôt réputé masculin. Julie est commandante et pilote d'hélicoptère. Après 8 ans d'études, la jeune femme est partie faire partie des femmes exerçant au sein de l'armée de l'air en Guyane. Son portrait à suivre dans ce journal. Et puis nous verrons le blocage de l'ONF depuis ce matin. Les professionnels bloquent l'accès à l'établissement pour protester contre la hausse des tarifs sur le bois. 2,40 € de plus, c'est trop selon les professionnels. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. La Journée internationale des droits de la femme, une date pour rappeler les efforts qui restent à déployer pour faire disparaître ou ne serait-ce que lisser les écarts considérables entre les hommes et les femmes, disparités professionnelles sur les salaires mais aussi sociales et domestiques. Une analyse récente de l'INSEE révèle que ces inégalités entre les hommes et les femmes, voire même entre filles et garçons, tendent quasiment systématiquement en défaveur de la gente féminine. Les détails avec Ayodele Germa. En Guyane, les inégalités entre les femmes et les hommes s'observent aux différents âges de la vie. La disparité la plus marquante pour les moins de 25 ans concerne la part des étudiants qui accèdent aux classes préparatoires aux grandes écoles. 3% de jeunes hommes pour seulement 1% de filles. À l'âge adulte, entre 25 et 29 ans, les jeunes femmes sont touchées par le chômage à 43% contre 10% de moins pour les hommes. Ces derniers sont en revanche plus nombreux à vivre tardivement chez leurs parents. Dans la vie active des 30 à 65 ans, les hommes touchent 3 000 € de salaire annuel de plus que les femmes, ces dernières étant pour 25% d'entre elles en situation de monoparentalité, contre seulement 4% d'hommes. En revanche, l'espérance de vie des femmes guyanaises arrivées à l'âge de 65 ans est de 22 ans, soit 4 années de plus que les hommes. Et les différentes études se suivent et parviennent à une même conclusion. La parité homme-femme n'est pas réelle dans toutes les sphères de la société. À compétences égales et dans tout secteur confondu, la différence de salaire est de 20%. Autrement dit, une femme doit travailler 77 jours de plus qu'un homme pour un même revenu. La directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Sonia Francius, précise les disparités observées en Guyane. Les femmes ici en Guyane sont particulièrement touchées par le problème de l'accès à l'emploi, le problème de l'accès à l'insertion professionnelle et notamment en raison de formation insuffisante et de diplômes insuffisants. Il y a une réelle évolution, d'abord parce que je considère qu'il y a aussi bien au niveau de la collectivité territoriale qu'au niveau des services de l'État, un véritable partenariat pour former les DRH qui à leur tour devront accompagner les agents vers une réelle égalité professionnelle. Mais ensuite, il faut noter le dynamisme des associations. Les associations s'investissent réellement sur le terrain pour accompagner les femmes vers l'emploi, pour créer des espaces d'échange, pour accompagner les femmes qui souhaitent se professionnaliser. Il est important, en effet, de rappeler que les violences ne sont pas la meilleure façon de communiquer et de se faire entendre. Et donc, il y a des associations, notamment l'association L'Arme Fromager, mais également le SAMU social qui porte l'opérateur, le SIAO, qui contribue véritablement à répondre, à orienter et accompagner les femmes victimes de violences. Mais nous avons également un travail partenarial avec l'UDAF et le procureur, la gendarmerie et la police pour faire en sorte que les appels des femmes ne demeurent pas sans réponse et faire en sorte également que les auteurs de violences soient accompagnés, formés pour éviter la récidive. Je vous propose à présent une rencontre avec une femme au parcours exceptionnel. Vous la verrez peut-être survoler la canopée. À seulement 30 ans, Julie fait partie des 3 seules jeunes femmes sur 25 pilotes de l'armée de l'air en exercice. Mission de sauvetage, évacuation sanitaire en forêt ponctue son quotidien aux rênes de son hélicoptère. Une fonction qu'elle exerce depuis déjà 6 ans, 2 ans en Guyane et elle ne compte pas s'arrêter là. La jeune femme compte bien faire sa place à l'état-major. Jonathan Lariot. Julie est commandante et pilote dans l'armée de l'air de Guyane. Devant le hangar, elle attend une équipe partie effectuer une opération d'évacuation sanitaire en pleine forêt.
L'attente est courte que déjà le puma apparaît au loin. Il se pose rapidement. Après un court échange avec ses camarades, elle se concerte avec la commandante Hélène. Les deux femmes font partie des 3 pilotes féminines de l'escadron. C'est le ratio normal qu'il y a dans les unités en général, à peu près 10%, c'est ce qu'il y a en ce moment. Il y en a de plus en plus, ça c'est certain, c'est une bonne chose. Après, dire jusqu'où ça ira, est-ce qu'on arrivera à 50-50, j'en sais rien. Mais devenir pilote n'est pas une chose facile. Pour Julie, c'est au lycée qu'elle envisage de s'engager dans cette voie qu'elle ne connaissait pas. C'est mon père qui m'a emmené dans un forum d'information sur les métiers où il y avait un stand de l'armée de l'air. Et donc là, je me suis renseignée et c'est vrai que ça a été le déclic. Je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais faire. D'une part, m'engager dans l'armée et puis d'autre part, devenir pilote, même si à ce moment-là, je ne connaissais pas encore grand-chose à ce cursus, mais c'était quelque chose qui m'attirait. Et donc du coup, j'ai commencé à faire du planeur pour vraiment me rendre compte si ça me plaisait, ça m'a énormément plu. Et ça a été ma décision. À partir de là, je savais que je voulais faire ça et absolument rien d'autre. Après 8 ans d'études, cette jeune pilote est aujourd'hui un militaire expérimenté. Loin d'être arrivée au bout de son ambition, elle fait partie de ces femmes qui se sont frayées un chemin dans un milieu majoritairement masculin. C'est apparemment exceptionnel de faire ce genre de métier quand on est une femme, mais c'est absolument pas le cas, parce qu'il y a maintenant des femmes dans toutes les unités de pilotes d'hélicoptères de l'armée de l'air. C'est plus des gens qu'on transporte qui des fois sont un peu surpris, ça nous rappelle que bon, c'est pas encore complètement reconnu. A priori, je vais faire toute ma carrière dans l'armée. Donc il me reste encore, là je suis affectée en Guyane depuis 3 ans, il me reste encore une année ici et ensuite je serai affectée dans une nouvelle unité en métropole pour encore facilement 50 pilotes d'hélicoptères avant de passer vraiment en état-major. 3 femmes sur les 25 pilotes de l'armée de l'air guyanaise, un nombre assez peu élevé. Pour nos pilotes, la différence reste dans le nombre, car en mission, l'échec n'est pas permis. On a un très bel exemple puisqu'on a la capitaine Hélène qui rentre d'une mission extrêmement difficile. Elle est partie faire une évacuation sanitaire d'un militaire en forêt dans le secteur de Grand-Sainty, avec une météo exécrable et dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ça prouve que les femmes ont du nerf, ont du cran et qu'elles sont capables de remplir des missions de très haut niveau. La journée terminée, les pilotes échangent sur les détails des opérations effectuées. Demain sera une autre journée de vol pour nos 2 commandantes. Et coup de projecteur ce soir sur Guyane Pionnière avec notre invitée, la présidente de l'association. Bonsoir Valentine Bonifaci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'association se définit comme un incubateur qui soutient les femmes dans leur création d'entreprise, favorise leur insertion professionnelle, leur épanouissement et donc permet de sortir du chômage. Et puis ce sont des personnes que vous accompagnez ensuite pendant plusieurs années. Expliquez-nous en quoi consiste cette association. Oui, donc Guyane Pionnière est un incubateur, comme vous venez de le dire, qui aide une femme qui vient avec une idée, de l'idée à la création et au suivi. Voilà les 3 grandes étapes. Donc la femme vient avec une idée, donc on évalue l'idée. Elle a fait également ce qu'on appelle le pré-accompagnement avec des entretiens, dont une avec une psychologue, pour voir si la porteuse est apte à mener à bien, surtout à pouvoir poursuivre après le projet, parce que ce serait dommage qu'elle crée une entreprise et puis qu'elle s'arrête au bout d'une année ou 2. Au bout de peu de temps. Voilà. Alors, c'est une manière de sortir, on le disait, de l'isolement, oui, du chômage. Et puis peut-être aussi de faire profiter l'économie, la société. Tout à fait. C'est surtout faire, oui. Et ça crée, effectivement, créer une entreprise, on va créer, c'est le développement économique de la région qui va s'épanouir, hein, s'agrandir. Et ça permet aussi à la femme de créer son propre emploi et de créer du chômage, de sortir du chômage. Et en plus, elle crée en plus des emplois. Tout à fait. Voilà. Et ce sont souvent des femmes qui ont déjà eu une vie professionnelle, qui ont des enfants, qui ont une famille. On a tout type de... On a de 16 à 60 ans. À 60 ans. De 16 à 60. Donc là, en ce moment, vous avez une femme qui lance son entreprise à l'âge de 60 ans. À 60 ans, oui, tout à fait. Alors, on le disait à l'instant, en fait, elle a été créée, quand même, on le rappelle, en 2013, cette association. Elle comptait au départ 12 adhérentes. Oui, 12 adhérentes qui avaient participé au concours du Sort Optimiste. Le premier. Et aujourd'hui, elles sont 232. En tout cas, c'était au 31 décembre 2016. Un succès qui a été rapide. Rapide. Et comment est-ce que vous le justifiez? Ben, je pense que c'est l'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de rigueur. On a une méthodologie qui est normée, déjà la norme ISO 9001. Donc, avec beaucoup de rigueur. Et il y a énormément de formations. Cette année, nous avons dispensé 670 heures de formation à nos pionnières. Et les formations reviennent, ce sont des professeurs de qualité qui viennent pour les
pour les former. C'est vraiment axé sur l'entrepreneuriat, on ne dévie pas. L'entrepreneuriat et puis la personne aussi. Vous parliez tout à l'heure des tests avec des psychologues, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard pour permettre à ces femmes... Rien n'est laissé au hasard. Au début, déjà, il y a la psychologue. Et si, par exemple, la personne ne rentre pas dans le parcours pour une raison X, que son dossier n'est pas validé, on lui donne quand même des formations sur le développement personnel et on lui demande de revenir l'année prochaine, de mûrir un peu plus, pour qu'elle prenne un peu plus d'assurance. Alors c'est un travail donc crucial qui vous a permis d'aboutir déjà à la création de 22 entreprises. 22 entreprises. À ce jour. À ce jour. Et qui ont créé 30 emplois, dont 27 CDI, 23 CDI, 5 CDD et 2 apprentis. Ce sont donc des femmes qui ont pu se libérer de certains aspects compliqués, contraignants de la conduite d'un dossier pour créer son entreprise. Tout à fait. Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées, déjà peut-être sans passer par votre association? Déjà, je pense qu'il y a les difficultés de concilier déjà la vie professionnelle, la vie familiale et la vie professionnelle. Déjà, quand elles allaient faire la queue pour s'inscrire, pour faire les démarches administratives, il arrive qu'il est 11 h, on se dit, bon, il faut que j'aille faire à manger, les enfants vont rentrer de l'école. Vous voyez, parce que la femme a d'autres tâches autres qu'une femme au foyer, c'est un travail à plein temps pour moi. En vous entendant quand même, on se pose la question, il est difficile, quoi qu'il en soit, de monter sa propre structure, mais ça paraît encore plus compliqué pour une femme. Est-ce que cette question de la famille prend encore aujourd'hui tant de place dans la vie des femmes? Ah oui, je pense. Plus que chez les hommes, en tout cas. Plus que chez les hommes, voilà. Et comment vous justifiez ça? Mais parce que, quoique les jeunes, je vois que les jeunes hommes commencent maintenant à participer un peu plus dans la vie familiale. La mentalité évolue, tout du moins chez les jeunes maintenant. Mais il y a encore beaucoup... il y a encore du travail, il y a encore du chemin à parcourir. Alors on parlait des 22 entreprises que vous avez permis avec votre association de créer. Hier, vous étiez en congrès pour le concours annuel d'entreprises issues de Guyane Pionnière. 5 structures ont été primées. Tout à fait. 5 structures qui ont été créées l'année dernière ont été primées. Donc nous avons eu le prix de Femmes et Mixité qui a été remis à... Mon Dieu. Déjà, femme, je reprends dans l'ordre. Allez-y. Il y a le coup de cœur pour Madame Alexander Elodie. Ensuite, nous avons eu Femmes et Innovation qui a été remis qui a été à Madame Rachel Bessy pour son projet Bizwork. Et nous avons Femmes et Mixité pour Madame Compère qui elle fait des gîtes ruraux dans un immeuble ancien qu'elle a hérité de ses parents de plusieurs générations à Saint-Laurent-du-Maroni, au centre de Saint-Laurent. Ensuite, nous avons eu Femmes et Développement Territorial qui a été remis à Madame... D'ailleurs, c'était comment dirais-je, la lauréate des lauréates. C'est Suri Rakubo. Vous voyez, on couvre un peu la Guyane. Elle va créer un air de repos un peu comme... de style comme on ne pas sur les autoroutes, vous voyez, avec plusieurs restaurations, etc., etc. Donc toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de secteurs. Le seul critère, finalement, c'est d'être une femme. Voilà. Non, on prend aussi des projets mixtes, il faut le savoir. Mais il faut que la femme soit dans le projet. D'accord. La femme et l'homme peuvent être associés. Voilà. Mais il faut qu'il y ait des femmes, en tout cas. Il faut qu'il y ait une femme dans le projet. Et qu'ils soient dans le projet. On sent que la femme est dans le projet, qu'elle ne soit pas à côté, vous voyez. Valentine Bonifaci, en tant que membre engagé, présidente de l'association Guyane Pionnière, mais aussi d'abord de Fort Optimisme, toujours engagée en faveur des femmes, quelles sont les actions, à vos yeux, qui sont les plus urgentes à mener pour lisser un peu ces disparités entre hommes et femmes? Pour moi, le plus gros, c'est l'égalité des salaires. Mais sinon, parlant d'égalité, je pense que l'homme et la femme peuvent très bien marcher l'un à côté de l'autre. Sans problème. Quoi, et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour arranger cette situation? Je pense qu'il faut éduquer, depuis petit. L'éducation, c'est à la maison, il faut éduquer ses enfants à être... moi, mes fils, ils savent faire le repassage, ils savent faire la cuisine. Parce que j'ai eu 6 enfants, je les ai élevés comme ça. Parce que moi, j'ai été élevé comme ça. Il y a un moment, on ne faisait pas de différence entre garçons et filles. Et ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, merci beaucoup Valentine Bonifaci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Les actions étaient nombreuses sur le territoire, bien sûr, en ce jour des droits des femmes. Parmi elles, l'Institut de bien-être social et solidaire, Toutes en beauté, a tenu porte ouverte aujourd'hui. Lancé en 2014 avec pour ambition de permettre à chaque femme de rayonner. Il repose sur un système en 2 phases. Les clientes les plus aisées payent un abonnement. Les budgets les plus serrés en profitent par la suite. Reportage à Yodélé Germain. Donc allez-y, choisissez une boîte. Qui veut choisir quelle boîte, Paul? Avec ce remake du jeu télévisé In the Boîte,
Les passants tentent de remporter un soin gratuit ou bien un lot de produits de beauté. Un grappin stratégique pour exposer le concept d'institut de beauté social et solidaire. Il y a le tampon, vous revenez. Depuis 2014, cet institut de beauté a fait de ses clientes des contributrices solidaires. L'abonnement auquel elles souscrivent permet à d'autres de se faire belle à moindre coût. Mais pas seulement. Pour la directrice, la beauté est aussi un outil pour regagner de l'estime de soi, remonter en selle. On a une trentaine de femmes à suivre pour l'année 2017. Donc ce sont des bénéficiaires du RSA qui vont être suivies par nous, donc tant pour les soins que pour... elles participeront aussi à des ateliers donc pour les femmes. Et celles qui ont des enfants participeront aussi à des ateliers mère-enfant. Donc ces ateliers sont vont permettre de recréer du lien en fait. Parce qu'au-delà des soins, donc le soin va être un moyen, on va dire, d'accéder et de rentrer un petit peu dans le monde de ces personnes-là. Donc par le soin et par le biais de ces ateliers, essayer de faire parler ces gens, de voir ce qui ne va pas, pourquoi elles se sentent mal pour certaines dans la société, comment à notre échelle avec les partenaires, donc les intervenants qu'on aura, des psychologues, des médecins, des professionnels en tout cas de santé, comment voir ensemble comment on pourrait améliorer leur situation et faire émerger, pourquoi pas, quelqu'un qui pourrait retrouver un emploi ou être mieux au niveau familial. Heidi Labarthe ouvre en 2009 un premier institut de beauté qu'elle qualifie elle-même de classique. C'est en regardant par la fenêtre de son local que lui vient l'idée de créer un salon de beauté social et solidaire, la première du genre en Guyane. Moi, je suis située au premier étage et donc par la fenêtre, on peut voir, donc il y a un arrêt de bus et donc au fil du temps, je voyais ces personnes qui attendent le bus et pour certaines, bon voilà, on voit que moi j'aurais bien aimé m'en occuper, c'est ce que je pensais dans mon cœur. Et ce sont des personnes qui effectivement ne seraient jamais venues à l'institut parce que les moyens financiers qu'elles ont vont être pour la nourriture, pour le loyer, enfin c'est vraiment déjà trop juste et elles sont vraiment éloignées de l'esthétique. Donc nous sommes situés à la médicale de Basuel et effectivement donc les gens vont chez le médecin et on a eu des personnes qui ont sonné pour nous demander est-ce qu'elles pouvaient bénéficier de soins avec leur carte vitale. Donc on a dû expliquer que non. Donc quand on se sent jolie, on est mieux armé peut-être pour celles qui font vraiment attention à ça, pour aller de l'avant, rechercher du travail, être bien dans la maison, être positive en fait. Notre pays s'honore toujours à regarder en face avec lucidité et courage toutes les pages de son histoire. Des mots prononcés par la ministre des Outre-mer, Erika Barretz, c'était à l'occasion de la remise du rapport de l'économiste Lionel Zinsou, document portant sur la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Il préconise l'implantation à Paris d'un site mémoriel sur l'esclavage et la création d'une fondation pour promouvoir la connaissance de cette histoire, mais aussi celle des sociétés et cultures créoles. Au chapitre social à présent, après plusieurs semaines de négociations infructueuses, l'accès à l'Office national des forêts route de Montabaur a été bloqué dès tôt ce matin par 90% des forestiers du territoire. Les professionnels mobilisés contre la hausse des tarifs d'achat du bois, plus de 2,40 € en plus sur le mètre cube. C'est trop pour les professionnels de la filière dans le contexte économique actuel. Seulement pour l'ONF, la somme est censée combler un déficit de plus de 2 millions d'euros par an. On écoute un porte-parole des forestiers de Guyane au micro de Jonathan Lariot. Depuis quelques mois maintenant, l'ONF veut revoir ses contrats avec nous et modifier ses modalités de vente. Et parmi ces modalités de vente, il y a l'augmentation du prix unitaire du bois au mètre cube, qui représente une augmentation d'environ 2,40 € par mètre cube, ce qui fait une augmentation par entreprise de la filière de 45 000 € pour 2016, 90 000 pour 2017 et 130 000 pour 2018. Et après, comme ça, on rajoute 45 000 € tous les ans jusqu'en 2021. À savoir que normalement, dans 2 ans, on devrait voir l'émergence de la filière biomasse. Donc jusqu'à présent, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on est déficitaire, mais on tient le choc, on a épuisé nos trésoreries, mais on tenait le choc parce qu'on pensait que la filière biomasse devait sortir à peu près, les premières usines devaient se mettre en construction en mars 2016. Si on accepte l'augmentation de l'ONF, eh bien, on signe notre arrêt de mort. On ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté en métropole, mais le pas de temps n'est pas le même. Ils ont le temps avec eux. Nous, on ne l'a pas. Et aujourd'hui, on a prévenu, on a dit on ne va pas y arriver.
Et on est descendu dans la rue parce qu'on en a ras-le-bol et qu'on ne tient plus, que nos entreprises sont en danger, que maintenant on ne cédera plus 1 centimètre carré de terrain. On est là, on est installé, on renforcera le mouvement s'il faut le renforcer, mais on obtiendra main de cause parce que sinon c'est notre disparition. Revenons sur la décision de justice prononcée hier à l'encontre de Léon Bertrand. Vous le savez, le maire de Saint-Laurent a écopé de 80 000 € d'amende, 3 ans de privation des droits civiques et 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est sur cette dernière peine qu'on va se pencher à présent. Elle s'applique dès la sortie du tribunal. Or, le président de la CCOG n'a pas assisté à l'audience du 17 janvier dernier, ce qui modifie légèrement sa mise en exécution. L'avocat du barreau de Cayenne, Maître Émile Fiefou, nous explique comment la procédure va se dérouler. Probablement, le parquet va s'orienter, le parquet et sans doute le président de la juridiction va s'orienter vers une décision dans laquelle il rendrait un mandat d'arrêt. Parce que je pense que le mandat de dépôt a été rendu parce qu'on pensait qu'il serait présent. Il faut savoir que généralement le mandat de dépôt, c'est la décision qui est rendue immédiatement lorsque la personne vient de comparaître et que le tribunal délibère et décide une condamnation. En l'espèce, comme le délibéré avait été renvoyé à une autre date, il y a eu sans doute ce problème-là en se disant, bon, il sera présent et on va prononcer le mandat de dépôt. On est donc dans ce schéma-là. Si on veut véritablement faire de l'orthodoxie de l'analyse stricte, il faut pour le coup un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt pour qu'on puisse éventuellement mettre à exécution la décision qui a été rendue. Du fait de ce mandat, de l'existence de ce mandat, que ce soit un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt, le pourvoi en cassation qui pourrait éventuellement introduire n'a pas d'effet suspensif. Ce qui n'empêche que par la suite, on peut demander la main levée du mandat ou une demande de mise en liberté par la suite puisque la décision n'est pas définitive. Joint par téléphone, Léon Bertrand a indiqué avoir signé le pourvoi en cassation. Il a également précisé qu'il demanderait à l'avocat général de la Cour d'appel de Basse-Terre de suspendre l'application du mandat de dépôt, ce afin de ne pas être incarcéré le temps de la procédure en cassation. Ouvrons à présent une page jeunesse et formation avec une escale en Guadeloupe. Tout d'abord, l'opération Entreprendre au lycée a démarré hier matin au lycée professionnel du Lamentin. Comme à chaque édition, il s'agit pour les élèves de simuler le fonctionnement d'une entreprise comme des grands. Au total, 19 mini-sociétés seront exploitées sur une durée d'une année scolaire. Linda Kayarsi. Ces lycéens de première bac pro communication visuelle et plurimédia ont décidé de créer un site internet dédié aux artistes locaux. Ils l'ont baptisé Refart. On travaille sur la création d'un site internet là où on vendrait et mettrait en valeur tous les artistes locaux des Antilles. Dans notre formation, on touche pas mal à l'art, tout ça. On s'est bien rendu compte que ça manquait un peu d'informations artistiques et culturelles au niveau des Antilles en général en fait. Pour les accompagner dans leur démarche, une formatrice de la Petra Patrimonia Antilles, une coopérative d'activité et d'emploi au service des entrepreneurs. Le thème de l'atelier, c'est sur acheter et produire. Je leur fais prendre conscience par rapport au coût de revient, les éléments, les différents paramètres qu'ils doivent prendre en compte, c'est-à-dire les charges indirectes ou directes pour qu'ils puissent établir un prix intéressant pour la vente. Ces lycéens ne sont pas les seuls porteurs de projets. Au total, ils sont plus de 130, venus de différents établissements scolaires pour participer à ces ateliers de perfectionnement à la gestion d'entreprise. Tous ont décidé de relever le défi d'entreprendre en lycée. C'est une opération pédagogique dans laquelle des groupes formés de 5 à 8 élèves du CAP au BTS vont simuler le fonctionnement d'une entreprise dans leur établissement scolaire. Donc simuler, ils vont fonctionner comme de véritables entrepreneurs, ils vont acheter, ils vont vendre, ils vont produire, ils vont utiliser des euros. Pour cette nouvelle édition, 20 mini-entreprises se sont lancées dans cette aventure avec l'envie de réussir comme leurs prédécesseurs. Pour exemple, nous avons Madame Jessie Govindama, directrice de l'entreprise EasyCom, qui a monté sa propre entreprise et qui a participé à Entreprendre en lycée en 2004. Et on a aussi d'autres exemples. Je peux vous citer aussi, c'est ceux que je cite le plus souvent parce qu'ils viennent nous voir assez souvent, de 2 jeunes qui étaient en situation totale de décrochage scolaire et qui sont partis en métropole, des jeunes de lycée professionnel qui sont devenus ingénieurs et qui vont bientôt monter leur entreprise en Guadeloupe. Jusqu'au mois de juin 2017, les jeunes entrepreneurs devront faire preuve d'audace et de créativité pour espérer remporter le défi d'entreprendre en lycée. Un vrai challenge.
Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Inégalité dans l'accès à l'emploi, écart de salaire, responsabilité moindre. Une femme doit travailler plus qu'un homme pour gagner moins. Chaque année, le constat reste le même et la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion de le rappeler. Il reste du chemin à parcourir. Elle exerce un métier plutôt réputé masculin. Julie est commandante et pilote d'hélicoptère. Après 8 ans d'études, la jeune femme fait partie d'une minorité féminine exerçant au sein de l'armée de l'air en Guyane. Et puis, nous sommes revenus sur le blocage de l'ONF. Depuis ce matin, les professionnels bloquent l'accès à l'établissement pour protester contre la hausse des tarifs sur le bois. 2,40 € le mètre cube en plus, censé permettre de combler un déficit pour l'Office national des forêts. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale et internationale avec le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.